Tout écrivain digne de ce nom devrait avoir fait au moins une fois cette expérience. Passer sous la table, on glisse sous la surface plane du bureau, on pousse les chaises, la corbeille à papier, et on s'installe là, au revers de la vie, entre l'imprimante laser et un vieux dictionnaire littré. Renversement de perspective. On n'est pas au-dessus, mais en dessous du tumulte. Ce qui bien sûr revient au même, la vision se décale, le monde se révèle dans sa texture la plus fine, en relief, entre les pieds de la table et sous un angle neuf. Tout cela est poétique, bizarre, incongru. On passe en un instant du sommet à la base, de l'étoffe à la trame, de la surface des événements à la vérité du fond. C'est comme si l'on mettait son corps en situation de vibration maximale, l'endroit idéal pour prendre des notes, étrange pupitre au ras du sol, à contre-pied, sur l'autre versant des apparences. Bientôt, le bruit monte vers le premier étage, exactement comme une allumette qui s'embrase, et il grimpe le long des escaliers, se propage par couinement, par grincement, puis il éclate en une multitude de petits bruits rageurs, de notes déferlées. Il monte encore, se répercute, se multiplie, se divise. Le son s'architecture au fur et à mesure des poutres, des solives, des cloisons, donne une existence folle à l'espace, endroit, envers des choses. Tout tremble et se révèle. Il agrandit la maison, tatami, parquet, véranda, fait trembler de colère ou de joie, le papier et le bois. J'avais vu des milliers d'images de la catastrophe avant de monter dans le Tohoku. Rien ne m'avait préparé à une telle dévastation. La route 45 serpente entre l'océan Pacifique et les montagnes. Sur plus de 500 km, elle longe parmi les plus merveilleux panoramas du Japon et traverse quelques-uns de ses plus beaux villages. C'est un paysage de mer et de montagnes, de golfes, de promontoires, de rocs, d'îlots, d'écueils, de cascades et de forêts. Un paysage chargé d'histoire. Au XIIe siècle, la région rendue richissime par les mines d'or, le commerce des chevaux et celui des produits de luxe était un royaume quasi indépendant qui rivalisait avec Kyoto elle-même en opulence comme en élégance. C'est aussi un lieu imprégné de poésie. C'est vers cette région que le célèbre poète Basho guide ses pas au printemps 1689, au moment où à Londres, Purcell crée Didon et est né, pour le voyage qui va lui inspirer son dernier ouvrage, La sente étroite du bout du monde. On peut se demander ce que vont faire Basho et son disciple, Sora, dans une contrée qui a alors beaucoup perdu de son lustre et qui passe désormais pour être infestée d'ermites et de bandits. 156 jours de voyage, 2300 kilomètres couverts pour la plupart à pied, plus de 5 mois de périple à braver tous les dangers du voyage, la fatigue et la mort, pourquoi ? Dès que l'on arrive dans ces plaines rares et étroites, nichées entre les criques et les lacs, sur les corniches déchiquetées par les vagues et délicates comme dentelles, on comprend ici, au fil de la route louvoyante, que le point de vue change perpétuellement. Chemin de montagne, odeur de prunier, et soudain le point du jour. L'œil doit se faire vif, rapide, traversant. C'est un paradis pour le poète et pour le promeneur, une sorcellerie époustouflante. Mais la beauté de la région fait sa fragilité. Golfe étroit, allongés et profonds, estuaires sinueux en forme d'anse ou de fer à cheval. Ici, comprimés dans le fourneau des rives, les tsunamis montent jusqu'à des hauteurs incroyables. J'ai vu des films, j'ai vu des images. Comme tout le monde, j'ai vu des photos, des clips vidéo, des reportages. J'ai été, comme tout un chacun, submergé par le déluge des images. Aucune d'elles ne m'avait préparé à cette confrontation incroyable avec le réel. Car les images, sauf chez les très grands photographes ou les cinéastes d'exception, nous tiennent à distance, naissent de cette distance même. Quand dans notre camionnette de location chargée de vivres, de médicaments, de vêtements, nous entrons progressivement dans la région par la grande autoroute qui mène vers Sendai, puis par le réseau inextricable de petites routes qui ruissellent vers la mer, c'est d'abord une impression trompeuse de normalité, les rivières bien ordonnées, les charmants villages blottis dans les anneaux rocheux de la côte, les grandes forêts solitaires remplies du chant des oiseaux, tout évoque le calme et la sérénité. Parfois, au bout d'un chemin de cailloux surmonté d'une feuillée fleurie, un vieux temple de bois attend sous l'hospitalité des arbres, dans la délicieuse odeur de l'ombre, tout imprégné de mousse, environné de mystère.
et cerné de tombeaux. Et soudain, passé la courbe d'un grand virage, au détour de la route, le désastre nous prend. Tout à coup, il n'y a plus rien, ni arbre, ni maison, ni jardin, ni route, ni immeuble, ni colline. Une masse de débris innombrables ondule à perte de vue. Les montagnes sont écrasées, les fleuves bu. La terre n'est plus qu'une immense tache. Soudain, toutes les distances sont réduites et en même temps indéfiniment distendues. Le regard ne rencontre plus rien que les débris, peine à donner un sens, une forme à ces lambeaux de tout et de rien. C'est une immense coulée brune sur laquelle plane une persistante odeur de pâte de soja fermentée, un cauchemar marron. On voit tous les objets en brun, toutes les autres couleurs ont disparu du monde. Tout à coup, nous ne sommes plus au Japon, nous ne sommes plus nulle part d'ailleurs, car en aucun pays, ce paysage ne saurait porter de nom. Le train. On peut aussi empiler les chiffres comme autant de débris en essayant de répertorier ce qui reste quand il ne reste rien. 77 km3 d'eau de mer, assez pour engloutir Manhattan sous 1,5 km d'eau, selon Roger Billum, un sismologue de l'Université du Colorado. 25 millions de tonnes de débris, sans les véhicules, voitures, bateaux, avions, tracteurs, camions-citernes. Bientôt ce chiffre s'élèvera à 100 millions, car qu'est-ce qu'un débris ? On ne sait même plus exactement. Une pulvérisation telle qu'on n'arrive plus à les compter. Dans les préfectures de Miyagi, on estime que c'est l'équivalent de 23 ans de ramassage municipal. Dans d'autres endroits, 16 ans. Dans d'autres encore, 18. Des années et des années de débris en quelques minutes. Sans compter la pollution marine, voitures, machines-outils, morceaux d'immeubles, entraînés par le reflux du tsunami, roulés au fil des eaux et pentes sous-marines, ils formeront bientôt une immense décharge maritime itinérante, des huiles, des produits chimiques de toutes sortes aussi, qui dérivent vers le Canada et les États-Unis, en auréole dorée. À l'heure où je trace ces lignes, le tsunami continue son chemin à travers l'océan Pacifique. Les vagues iront se perdre l'an prochain sur les côtes américaines, et arriveront jusqu'en Antarctique, où après un voyage de 13 000 km, elles feront encore 13 cm et seront assez puissantes pour fissurer et faire s'effondrer de gros blocs de glace. Ou encore ce détail que me rapporte un géographe rencontré dans un restaurant de Fukushima. Les cartes de la région sont toutes à revoir, car de nombreux éléments du relief, côtes, criques, collines, se sont déplacés. J'ai fait le tour du port, qui est immense. Je n'ai croisé presque personne. À 100 mètres de la mer, la vague est encore à pleine puissance. C'est impressionnant. Le coin des immeubles est tordu. Le rebord des trottoirs a fondu sous la violence de l'eau. J'ai vu l'aquarium de Kezanuma, tout près de la jetée, explosé par le tsunami. J'ai marché dans le hall jonché de débris de verre et de béton, au milieu des photographies absentes, des explications scientifiques effacées, désormais incompréhensibles. Au musée des requins, la vague s'est littéralement moulée le long du mur bleu, incrustant sur toute la longueur de l'édifice une énorme cicatrice. C'est comme si quelqu'un avait passé un doigt géant sur le côté du bâtiment. On dirait que le souvenir même de la vague anime encore la pierre, lui donne une ondulation. Le plus impressionnant, dans le quartier du Sasagajin, à l'école primaire de Kezenuma, situé à 500 mètres seulement de la mer, les montres sont arrêtées à tous les étages, exactement à la même heure. J'ai monté les 4 étages de l'école, tombant à chaque fois nez à nez avec une horloge indiquant 15h33. L'heure est scellée à son cadran blanc. Au bout de chaque volet de marche, les aiguilles sont immobiles, le temps ne bouge plus. Encore un peu plus au nord, Rikuzen Takata, un des 100 plus beaux sites du Japon, d'après le classement officiel de l'État japonais. Le tsunami se moque de ces nomenclatures. Il a tout dévasté, pulvérisant même la solennité imperturbable du béton armé. Ici, une personne sur 10 est morte. Des quartiers entiers ont été anéantis avec une violence terrible. La raffinerie de saké Suizen-Shuzo a été engloutie par les flots. Les vagues ont perforé les murs de la brasserie, ont emporté les citernes vertes remplies du précieux élixir. On les a retrouvées à plus de 5 km. Une usine de retraitement des eaux a disparu en quelques secondes, sans laisser de traces. L'hôtel de ville, une caserne de pompiers, un centre de sport restent debout, c'est à peu près tout. Ils sont de toute façon si abîmés qu'il faudra aussi les raser.
les reconstruire. Près de la mer, le mur anti-tsunami est en morceaux. Les tripodes de ciment, les boucliers rocheux, les poutrelles métalliques ont volé en éclats, transformés en boulets géants, en flèches d'acier, en projectiles de pierre à travers la ville, fronde d'eau, basilic insensé. Ce qui devait protéger la ville a ajouté à sa destruction. Le béton, la pierre, le bois, le fer, la tuile, tout a cédé face à ce rouleau liquide. Les toits sont posés à terre comme des pagodes, même le sol. Sur les rares bâtiments épargnés, toutes les fenêtres des étages intérieurs sont cassées. Parfois, entre deux éclats, on distingue le visage d'un habitant ahuri, à la recherche d'un peu de son passé. Partout, des cajots de plastique blanc, des planches de bois, des habitations transformées en brindilles, en fétus. Il y en a de toutes manières, de toutes tailles, de toutes formes. C'est un immense mikado composé de milliers de débris épars, à la fois omniprésents et inaccessibles. Il y a des meubles, des pneus, un vieux buffet de bois, une corniche, des chaises, un camion 4 roues en l'air comme un cheval mort. Je pense à Guernica, son paysage soudain, décomposé par la guerre, les angles qui fusent, les pointes. Picasso l'avait bien vu. Dans un désastre, les courbes disparaissent. Toute la rondeur du monde et son embonpoint, n'en reste plus que le tranchant. Il y a des tables d'école, des bouts de moquette, des lamelles d'acier, des tubes d'aluminium. Ça sent le poisson pourri à des kilomètres à la ronde. Ce sont des débris lourds remplis d'eau de mer et qui en ont conservé l'empreinte, le poids, l'odeur. Les yeux piquent, le nez coule. Une fine pellicule de poussière semble posée sur chaque chose. Il y a de l'amiante et l'ensemble a été saupoudré de radioactivité. Là-dedans, ajoutez beaucoup de produits toxiques et quelques carcasses de cochons en décomposition. Les débris montent jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. On imagine la puissance du flot qui a charrié tous ces objets soudain rassemblés dans un assemblage improbable de boue et de sel. L'eau a tout sucé, tout rogné, puis dégluti, laissant dans son sillage des boîtes de yaourt, des pelures de pommes de terre, des arêtes de poissons, des trognons de fruits, et toujours partout les voitures. Une voiture dans un champ, une autre dans un étang, des batailles de voitures, une voiture enfoncée à la verticale dans un tas de boue, une autre dans un temple par fracassée sur une lanterne de pierre. Une autre encore s'est enroulée au-dessus d'un pylône comme pour une copulation impossible. Certaines le cul dans une flaque, d'autres le mufle dressé, penché dans les airs, sur les toits, dans les arbres, capot ouvert comme la gueule des monstres de Goya. C'est un paysage hallucinant et le mot pour une fois n'a rien d'exagéré. La réalité vacille. Je m'attends à tout moment à voir surgir des musiciens au groin de porc ou un rat qui chevauche une femme. Où mettre tous ces débris ? Les incinérateurs d'ordures sont détruits, endommagés. De toute façon, il y en a un nombre incalculable. L'ensemble est difficile à gérer, coûteux à déblayer, compliqué à nettoyer. Moins de la moitié seulement, à l'heure actuelle, pourrait être stocké. On les entasse en des montagnes de 5 mètres de haut, la hauteur maximale pour éviter les combustions spontanées. Les parcs, les stades, les aires de jeu, les garderies même sont mises à contribution. Les jardins d'enfants sont remplis de ces déchets. Train. Maintenant, je voudrais raconter une histoire. Je vais tâcher qu'elle soit brève. Je suis au Japon depuis 3 jours. Cet après-midi, j'ai travaillé avec des étudiants en master de l'université Waseda, avec leur professeur Odile du Sud, et grâce à l'Institut français et Clémence Oliviero qui m'accompagne porter toute l'organisation. Un des étudiants, on travaillait sur Enfance de Rimbaud. La consigne était de ne pas évoquer ce qui était dans le secret de l'enfance, mais simplement en quoi un moment de plus grande intensité avait pu déformer les perceptions, l'émotion. Évidemment, on a eu le tremblement de terre d'il y a 5 ans. Moi, j'appelais ça Fukushima. Je termine mon mandat de 2 ans à la commission du CNC, l'aide pour le cinéma, les aides à l'écriture, les aides au développement, et on a soutenu plusieurs films, souvent internationaux, portant sur la catastrophe, l'explorant chacun avec des biais et des moyens différents. J'appelais ça Fukushima. Ici, ça ne s'appelle pas Fukushima, ça s'appelle le 11 mars, parce que le tsunami, la centrale, les incendies et la vie qui a basculé ce jour-là.
c'est une date. En sortant de la fac, est arrivé ce grand type, on est allé boire un café. Michael Ferrier, son itinéraire, une thèse sur Céline avec Henri Godard, un travail sur Pérec avec Anne Roche, évidemment, on avait de quoi faire connaissance, de quoi parler. C'est en descendant du bistrot seulement que ce con-là, il me dit « Je t'ai apporté mon livre ». Je crois même qu'on se tutoyait, mais qu'il a dit « Je vous ai apporté mon livre ». C'est un grand mec, fait peut-être de plus que moi, ça c'est pas très important, en tout cas. Mais je connaissais rien de ce type. Et Folio, le livre est sorti en 2012, c'est-à-dire un an après. Le Folio donc a suivi. J'étais naze, crevé, 13h, 17h avec les étudiants, des gens qu'on ne connaît pas, ces problèmes de la langue étrangère. Je suis rentré ici dans ma petite piole. Là, je ne sais pas si on voit un peu l'image de la ville, et ce son de la pluie là, que je voulais derrière moi. Et j'étais tellement naze, j'ai pris une douche, excusez-moi de raconter ma vie, je me suis foutu là sur le futon là où j'ai mis l'appareil là, tout de suite, et j'ai commencé le bouquin. 2 heures après, bam dans la gueule. C'est pas souvent. Et je sais pas, je pense que probablement en France, le choc aurait été le même. Pourquoi ? Parce que, par exemple, entre nous, on les connaît, les codes. Quand ils parlent de désastre et écrire le désastre, l'écriture de désastre, du désastre de Maurice Blanchot est présente dans ses accumulations et comment le charroi du réel peut porter le chaos. Le travail sur le Guignol's Band de Céline, ou Nord, ou Rigaudon, ou D'un château l'autre, on l'entend dans le boulot de ce mec. Et il n'en est pas à son premier livre, il y a déjà 3 autres livres chez Gallimard, et je crois que je vais me commander très très vite le précédent qui s'appelle Images de Tokyo à l'aube. Il y a aussi un chapitre, bizarrement, qui s'appelle Hommage à Pérec, je dis pas, La vie demi-mode d'emploi. Donc, vous voyez, ces signes de connivence étaient là. Le travail sur le paysage, moi j'y reconnais mon Grac, alors que je pense que c'est pas du tout l'univers esthétique de Michael Ferrier. Il faut que je trace. J'ai lu ce bouquin, scotché. La question est donc, s'il n'y avait pas eu ce texte de l'étudiant 2 heures avant, si j'étais pas là au Japon avec ces cloisons de papier, avec ces fils télégraphiques, dans cette fac Waseda qui par exemple a été remodelée depuis le tsunami parce que les normes anti-sismiques avaient évolué, est-ce que je l'aurais lu de la même façon ? Demain matin, à 9h30, je prends le train pour Sendai. Je vais traverser cette région et à Sendai, il est prévu qu'on aille faire un peu de voiture dans ces coins. Cette expérience, il faut qu'elle soit mienne. À Tours, j'habite à côté d'une centrale nucléaire, la centrale de Chinon, et elle est vieille, elle n'a pas belle allure. Mais bon, c'est pas ça. La question, c'est comment le réel lui-même, il n'y a pas marqué roman. Est-ce qu'on s'emmerde avec nos histoires de fiction, non-fiction ? Non. Est-ce qu'on est concerné chacun par ce que les signes de la société la plus immédiate qui nous entoure ? Les bagnoles, oui, fastoche mec, mais les écoles et le retraitement des déchets. Et ce geste-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il écrit, Michael Ferrier ? Il écrit raconter l'intello français, le jeune prof brillant qui s'installe au Japon et puis qui fait ses cours sur Pérec et puis Céline et puis tout ça. La semaine prochaine, il reçoit Dominique Viard et tout ça. Non, mec, vous avez entendu la camionnette de location. Et qu'est-ce qu'il y a dans la camionnette ? On est chargé à bord avec des médocs, avec des trucs de secours, avec des trucs de vivre, etc. Donc c'est l'expérience. Et dans cette expérience, on n'y va pas pour écrire un bouquin. J'en sais pas plus, parce que précisément, c'était ça qui était beau dans la rencontre. Il faisait nuit, c'était le métro. Je vous le donne, je vous l'ai apporté. Et voilà, il me l'a même pas signé ce con-là. Juste après, j'ai réussi à lui faire écrire son email et son site. Vous cherchez Tokyo Timetable. Tokyo Timetable. Michael Ferrier. J'ai commencé ce livre ce soir à 19h. À 21h, je l'avais lu en plus grande partie.
Et de temps en temps, à mesure quand j'ai su qu'il fallait qu'il y ait ça, là, tout de suite, avec la ville, avec Tokyo, avec la pluie, avec les trains, et parce que demain je pars, moi aussi, à Sendai, évidemment pas dans les mêmes conditions, j'ai mis mes petits post-it et j'ai voulu lire ces 4 passages. Et je sais bien qu'on n'est pas nombreux, mais je sais aussi que ça, ce qu'on fait ici, eh ben ça a un putain de sens, et c'est ça qu'aide à vivre. Et j'aurais jeté un livre par terre au Japon, mais bon, je le ramène avec moi. Salut les gens.